surface réfléchie. Le vrai problème, c'est ça, c'est que en fait, il n'y a pas d'objectivité sur les évaluations, tout ça. Moi, je vois tous les gens que je rencontre, les apiculteurs, ils ont des grosses mortalités. Et quand vous demandez au ministère, c'est toujours non, c'est normal. Ou alors, si c'est pas normal, s'il reconnaît le ministère que c'est pas normal, c'est lié à la carrière, là, le varroa. C'est-à-dire, en gros, ça revient à dire, c'est les apiculteurs qui font pas bien leur boulot, ils laissent le varroa infester les ruches, et donc c'est le varroa qui provoquerait les mortalités. Mais là, le syndrome actuel aux États-Unis, ils ont beaucoup de mortalité, et aux États-Unis, ils sont formels. C'est pas le varroa, c'est un ensemble de facteurs, mais c'est pas le varroa. Mais ce qui est cité comme facteur, c'est bon, il y a les OGM, un produit chimique peut-être. En fait, le syndrome lui-même est très curieux. Les ruches sont abandonnées par les abeilles. On retrouve dans la ruche juste la reine avec une centaine d'ouvrières, par exemple, autour. Elles se barrent toutes, alors qu'il y a abondance de miel dans la ruche. Elles abandonnent la ruche. On ne retrouve pas les corps des abeilles, contrairement aux intoxications aux pesticides. Ouais, voilà. Mais en général, une ruche, quand elle est abandonnée, elle est très rapidement pillée par les autres abeilles, ou alors par des insectes qui rentrent dans la ruche, qui bouffent le miel qui est en réserve. Là, il n'y a aucun animal qui rentre pendant au moins 3 semaines ou un mois. Il pense en fait qu'il y a une immunodépression de l'abeille. L'abeille est immunodéprimée. Et c'est pour ça qu'elle attraperait tous les champignons, toutes les saloperies. Ah ben oui, voilà l'eau. Petite source, petite rivière là. Une feuille morte tombe dans un bois. Il va y avoir tout un ensemble d'organismes qui vont participer. Il va y avoir des champignons, des bactéries, des vers de terre, des arthropodes. Certains vont transporter la feuille, d'autres vont l'enfouir, d'autres vont la ressortir. Et au bout de quelques années, tout le carbone, tout l'azote qui était contenu dans la feuille morte et qui n'était plus accessible aux êtres vivants, va être de nouveau remis à disposition par l'humus dans le sol. C'est donc dire l'importance fondamentale que le sol et que toute cette activité, tous ces processus biologiques dans le sol ont pour la production végétale. En agriculture moderne, depuis la Deuxième Guerre mondiale, on considère que les sols en fait sont des éponges, des supports inertes. On est dans une vision très compétitive. S'il y a des champignons, on utilise des fongicides. S'il y a des mauvaises herbes, on utilise des herbicides. Mais bien entendu, tous ces produits s'accumulent dans le sol, détruisent certains organismes, certains micro-organismes, perturbent ces processus naturels de recyclage de la matière organique, par exemple dans le sol, et fondamentalement, ils diminuent la fertilité du sol et l'aptitude du sol à maintenir une croissance végétale. Parce que justement le sol est le résultat d'une activité biologique et d'un processus à long terme, si on est capable de recultiver dans un sens qui respecte beaucoup plus ces processus naturels et ces équilibres qui se créent, ces interactions qui se créent entre les différents organismes du sol, on peut aussi faire cesser des cercles vicieux, interrompre des cercles vicieux et les retransformer en des cercles vertueux. Alors, c'est pour montrer l'importance et la différence entre une terre vivante, donc avec des organismes vivants à l'intérieur, une forte présence d'humus, puisque ça c'est vraiment de l'humus en décomposition, hein, c'est un terreau de feuilles, et puis un sol qui n'a pas obligatoirement été maltraité avec des pesticides, parce que je l'ai pris juste dans le jardin à côté. Ça a vu, voilà, différence de couleur, différence d'humidité, il n'y a aucune tenue de cette terre, c'est un sable en fait. C'est vrai qu'on voit, il y a une structure en réseau qu'il n'y a pas dans l'autre.